ingérable. À deux modérateurs, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc je verrai aussi en temps voulu qui je vais engager. Ça sert à rien donc de se manifester. Je vais voir qui je pourrais prendre. Surtout les brocantes, faut faire attention. J'engage des gens que je vois, enfin que je connais déjà de vue, qui sont là sur mes lives, qui sont fidèles au live très souvent, qui sont disponibles. Je prends pas des gens qui sont là pour 1 heure ou 2 heures, des gens donc qui seraient actifs pour toute une soirée. Voilà. Donc je live de 21 heures jusqu'à souvent assez tard la nuit. Les enquêtes paranormales, c'est pareil. Je commence aux environs de 21 heures, plutôt 22 heures quand tu passes en enquête. Et on y passe toute la nuit également. Donc voilà, vraiment des personnes qui sont dispo. C'est méchant, un fantôme. Pas forcément. Il y a de tout. Bonsoir les amis. Voilà, donc soyez tous et toutes les bienvenus sur Paranormal Stranger. Ici, uniquement des témoignages sur le paranormal. Pas de débat, pas de coup de pub, pas de prosélytisme religieux. Ok, chacun sa croyance, mais on n'est pas là pour faire du prosélytisme. On est influencer, voilà, tout ce beau monde sur une religion. Ce n'est pas le sujet. Mais hello. Allô, bonsoir. Bonsoir Axel. J'espère que vous allez bien. Bien et vous? Très bien, très très bien. Bon, pour commencer, moi je suis athée. Je ne suis pas du tout croyant. Et mais je ne crois pas au surnaturel. Par contre, je vais vous raconter une histoire d'un ami qui a vécu un truc. Après moi, j'ai dit que peut-être c'est vraiment un truc psychologique. Ça se passe dans nos têtes. Des fois, on peut voir les choses, on peut vivre des choses par rapport à notre cerveau. Voilà. On vous écoute. Euh, j'ai 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 un ami qui euh, qui vivait dans un pays musulman. Il était musulman pratiquant. Un jour, vraiment musulman pratiquant, vraiment pratiquant. Mhm. Un jour, il m'a dit, j'ai été dans une mosquée, j'écoutais l'imam qui prêchait la religion musulmane et parlait sur leur prophète. Il me dit quand l'imam il parlait du prophète, je voyais Jésus derrière l'imam. Et je voyais Jésus crucifié sur la croix. Il me dit, je le voyais carrément en face de moi. Après, il me disait que quand j'ai vu ça, c'était vraiment très sûr et très sincère. Je pleurais vraiment, je pleurais comme un enfant. Après, il m'a dit que les gens qui m'entouraient, qui faisaient la prière avec lui dans la mosquée, il m'a dit, il me regardait et pensait que j'avais vraiment beaucoup de foi envers l'islam, tout ça. Il venait me dire, voilà, très bien, tout ça. Mais il m'a dit, mais au fond de moi, je souffrais parce que l'imam m'a parlé du prophète de l'islam, tout ça. Et moi, je voyais Jésus, Jésus, Jésus. Il m'a dit, c'était une souffrance énorme. Je pleurais vraiment avec une souffrance. Du coup, il m'a dit, après, je suis parti, je pleurais, j'étais vraiment stressé grave. Je marchais, je voyais que Jésus dans mes pensées, tout ça. Il m'a dit quand je suis rentré à la maison, je dormais. Il m'a dit je dormais, il m'a dit je me suis réveillé vers 2 heures du matin. Et quand il s'est réveillé vers 2 heures du matin, il a trouvé son corps bloqué, carrément bloqué. Il pouvait rien bouger, à part ses yeux. Il m'a dit je me suis dit que je vais mourir. Mhm. Du coup, il m'a dit je regardais avec les yeux, j'ai vu une personne devant moi. Il me regardait et cette personne c'était Jésus-Christ. Il m'a dit que je le regarde avec mes yeux et il m'a dit ne t'inquiète, je suis là avec toi.
Il m'a dit, dès que je l'ai bien regardé du bas en haut, et il m'a prononcé cette parole, il est disparu. Il m'a dit, je me suis libéré de mon corps. Ce blocage-là s'est arrêté carrément. En contrepartie, sa mère, elle dormait dans une autre chambre. Il a rêvé de lui et une voix lui a dit, allez voir ton fils. Sa mère est venue, il a dit que j'ai entendu une voix qui m'a parlé de toi, qui m'a dit de venir te voir. Qu'est-ce que tu as eu? Après, il lui a raconté l'histoire, voilà, qui il a vu Jésus, tout ça. Voilà après l'histoire. Et moi, je pense que, en tant qu'athée, non croyant, je pense que toujours c'est vraiment un truc psychologique. Je suis venu ici pour juste vous partager ce témoignage. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous. Voilà. Merci Axel. Passez une bonne soirée. Paralysie du sommeil. Honnêtement, je pense pas que c'était Jésus. Après, une entité, oui, qui l'a manipulé par après, qui a déclenché une paralysie du sommeil. Voilà ce que je pourrais en déduire. Mais de nouveau, les histoires amenées par d'autres personnes, toujours compliqué après de s'y référer. Voilà, une entité, je pense que c'est éventuellement possible. On va pas aller plus loin, on va pas chercher à creuser plus. On passe à la suite. Bonjour. Je vais vous raconter mon histoire. C'est assez compliqué parce que c'est des choses qui m'arrivent très souvent. Avant, j'en avais peur, mais en même temps, après, je me suis habituée. En fait, je suis née dans la forêt. Je suis née dans la forêt parce qu'à l'époque, mon père était exploitant forestier et je suis née par terre dans la forêt parce que ma mère n'a jamais eu le temps d'arriver dans un hôpital. Mais il y a un phénomène qui a commencé. En fait, quand j'étais petite, je regardais toujours mes parents étrangement. J'avais toujours l'impression que ce n'étaient pas mes parents. Et je n'arrivais pas à m'adapter à eux. Je n'arrivais pas à, à me sentir en famille avec eux. Toute petite, déjà, je m'asseyais dehors et j'attendais mes vrais parents. Mais je ne sais pas, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et je regardais, je me rappelle que je dévisageais beaucoup, beaucoup mes parents. Et je vous jure que jusqu'à la mort de ma mère, je ne l'ai jamais considérée comme ma mère. Il y a quelque chose qui m'empêchait de décider que c'était mes parents. J'avais toujours l'impression que j'avais mes vrais parents et qu'un jour ils allaient arriver. Bon, ça c'est une partie de ma vie. Quand j'ai eu 12 ans, j'habitais dans la forêt, dans le Mayombe. Mon père étant exploitant forestier, c'était un Français. Je suis une femme métisse. Mes parents étaient mariés et je dormais avec ma sœur sur un lit. Pour se protéger dans la forêt, en général, il y a beaucoup d'insectes. Et cette forêt, ça s'appelait la forêt des abeilles. Parce qu'il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de serpents, voilà. Et je dormais. J'étais dans la moustiquaire, mais comme il faisait très très chaud, je pense que j'avais 11 ou 12 ans, j'ai enlevé mon t-shirt et je l'ai posé par terre. Et j'ai dormi et j'avais le bras qui pendait au-dessus de mon t-shirt. Et pour la première fois de ma vie, ça a commencé, la voix dans ma tête. C'est pas une voix d'un être humain. C'est comme un tonnerre qui me parle. C'est comme quelque chose qui me parle et qui m'oblige à faire les choses parce que si je ne le fais pas, elle ne me lâche pas. Et cette voix criait dans ma tête, elle me disait, je ne vais pas vous dire mon prénom parce que je pense qu'on me connaît. Je vais inventer un prénom, je vais dire, Isabelle, enlève ton bras, il y a un serpent. Et je me disais, mais pourquoi je vais enlever mon bras? J'avais 12 ans. Mais la voix, elle criait, c'est comme un tonnerre. Ce n'est ni la voix d'une femme, ni la voix d'un homme. Enlève ton bras, il y a un serpent. Et c'était tellement fort, tellement embêtant. Ça ne me lâchait pas que j'ai enlevé mon bras. J'ai mis la moustiquaire sur le côté et j'ai dormi. Ensuite, vers 16 heures, on s'est réveillé avec ma sœur. J'ai pris mon t-shirt pour m'habiller. Il y avait un serpent sous mon t-shirt, en fait, qui dormait. Je ne sais pas comment il est rentré dans la chambre, mais en même temps, nous étions dans la forêt. C'était tout à fait normal. Mais c'est quelque chose qui m'a plus jamais lâché. Vous voyez, par exemple, je n'ai jamais dit à ma famille ça parce que c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. On peut vous prendre pour des fous. On peut vous prendre pour des fous. Vous voyez, je n'ai jamais dit à ma fille que j'entendais des voix ou quelque chose. Je vous donne encore un autre exemple parce que des exemples comme ça, j'en ai plein. Mon mari était pilote commandant de bord. Et un jour, nous dormions.
Et cette même voix, parce qu'elle a l'habitude de venir, hein, elle m'a empêché de dormir. Elle me disait, Isabelle, achète une torche et offre-la à ton mari. Et moi, je disais, mais pourquoi je vais acheter une torche et offrir à mon mari? Je voulais qu'il me foute la paix et que je dorme. Mais tous les soirs, il me réveillait et il me disait, c'était la voix, achète une torche. C'est comme un tonnerre dans la tête. Et offre la torche à ton mari. Je me suis dit, bon, si je veux qu'il me lâche, parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'il me lâche pas, je vais acheter la torche et je vais offrir la torche à mon mari. Parce qu'il insistait pour que la torche soit dans le sac de mon mari. J'ai acheté la torche. J'ai dit à mon mari, je t'offre une torche. La première chose qu'il a dit, c'était que je gaspillais du fric. Que j'ai gaspillé du fric. Oui, tu as gaspillé de l'argent. C'était l'argent pour faire la cuisine. Je lui ai dit, écoute, il faut vraiment que tu mettes la torche dans ton sac. Mais je ne lui ai jamais dit que c'était la voie. Sinon, lui aussi, il allait me prendre pour une folle. Alors, j'ai mis la torche dans son sac. Une semaine est passée, 15 jours est passé. Nous habitions au bord de la piste où atterrissaient les avions. À 23 heures, mon mari n'atterrissait pas. Et il y avait un orage terrible, terrible, terrible. Et de chez moi, avec ma fille, on voyait les pompiers, on voyait tout un tas de monde au bord de la piste. Nous étions en Afrique. Je dirais pas la ville. Parce que si je pense que s'il y a des gens qui, voilà, ils sauront que peut-être que c'est moi. Et je me suis mise à pleurer parce que j'ai senti que mon mari allait mourir. Parce que il n'atterrissait pas. Il était censé atterrir depuis 17 heures. Il était 23 heures. Ils n'atterrissaient pas. Et l'orage était violent, violent. Vous savez, je vais juste vous dire le pays. C'était un orage qui se passait au Gabon, à Libreville. Donc, on habitait à côté de la piste et de chez moi, je voyais les avions atterrir. Et vous savez quoi? Ma fille est venue, elle m'a vue à la terrasse, elle m'a dit, maman, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, parce que ton papa, je crois qu'il est mort. Et à la fin, il y avait pas de lumière. Et tout à coup, on a entendu un avion qui était en train d'atterrir, sans lumière, sans rien du tout, mais alors absolument rien. Il y avait les pompiers, il y avait tout le monde. Mon mari est rentré chez moi, il m'a dit, Isabelle, la torche que tu as mis dans mon sac nous a sauvé la vie. Parce que nous avons eu un éclair qui est tombé sur l'avion, et quand cet éclair est tombé, les instruments se sont arrêtés. Personne ne voyait rien. Avec les passagers, on ne voyait absolument rien du tout. Je me suis rappelé que tu avais acheté une torche et que tu l'avais mise dans mon sac, tu avais insisté. J'ai demandé au mécanicien de se mettre entre le copilote et moi pour pouvoir faire le vol aux instruments. Et c'est comme ça que nous avons pu faire nos calculs et atterrir sur la piste. Le pilote, le copilote, enfin les autres pilotes, le copilote et le mécanicien ont dit que ta torche nous a sauvé la vie. Ce n'était pas la seule fois. Si je vous raconte, monsieur, ça va être trop long. J'ai vécu avec mon mari, mais un jour que j'étais dans la maison, mon mari commençait à découcher. Mais j'étais incapable de savoir pourquoi il découchait. Un jour, je l'ai attendu, et c'était maintenant une habitude pour lui. J'avais le sentiment que quelque chose se passait, mais je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et il est rentré à la maison, il a frappé à la porte. Quand il a frappé à la porte, la voix m'a crié, Isabelle, le malheur est rentré dans la maison. Je me suis dit, mais pourquoi le malheur est rentré dans la maison? Et il m'a dit, j'ai failli dire mon prénom, Isabelle, il est temps de partir. J'ai dit, mais moi, je vais nulle part. Quel est ce malheur qui est rentré dans la maison? Et moi, j'irai nulle part. Et tous les jours, il me disait, Isabelle, si tu ne pars pas, je vais t'abandonner. Parce que sache, il me faisait comprendre en fait que si tu es à la maison à ne rien foutre, c'est parce que j'utilise ce que j'allais te donner, toi, pour travailler, je l'utilise pour que ton mari puisse accéder à... Il me le faisait comprendre. C'est comme de la télépathie que je ne peux pas expliquer. Et je sentais pour la première fois que la voix était en colère. Parce que quand elle me disait de partir, je m'acharnais, je ne voulais pas partir. Je restais. Alors, il a commencé à me dire, est-ce que tu restes ici à cause de la télévision? Il me parlait dans la tête. Est-ce que tu restes ici à cause de ceci, à cause de cela? Et puis, j'ai commencé à sentir qu'il détestait mon mari. Il me faisait comprendre parce qu'il me disait, va-t'en, sinon je vais t'abandonner. Si tu ne m'écoutes pas, je vais t'abandonner. Mais je me demandais, mais il va m'abandonner de quoi? Et puis finalement,
Un jour, mon mari m'a dit qu'il est parti en vol. Vous voyez, quand je dis vol, voilà, il partait en vol. Et moi, je sors, je me dis, bon, il est parti en vol, mais je trouvais bizarre, quand je sortais de chez moi, je passais souvent devant une grande station-service où les gens avaient tendance à garer leur voiture. Mais à chaque fois que je passais là, je voyais la voiture de mon mari qui était là. Mais je me disais, mais il n'est pas parti en vol, il m'a dit qu'il est parti en vol, mais il est là. Et à chaque fois, la voix était dans ma tête, elle me disait, Isabelle, je veux que tu t'en ailles, sinon je vais t'abandonner. Mais je me disais, mais il est en colère, qu'est-ce qui lui arrive à lui? On dirait qu'il commence à ne plus m'aimer. Vous savez, c'est des trucs que je n'ai jamais dit parce que j'avais peur. Et vous savez, quand on raconte ça aux gens, les gens qui ont su m'ont fui, hein. Mm. Voilà, les gens qui savaient que ce que j'avais, ils ont fini par s'éloigner de moi. Alors, Et finalement, oui. si c'est trop long, je peux arrêter, hein. Si, voilà. Et finalement, je sors de la maison. Un jour, il me dit qu'il est parti en vol. Moi, je me dis, je m'en vais au salon de coiffure. Je vais au salon de coiffure. C'est comme si j'étais allée dans une autre ville au salon de coiffure, une ville à côté. Et je ne sais pas pourquoi, il faisait très chaud. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pris la voiture, je n'ai pas pris de taxi. Il a fallu que je marche. Et vous savez quoi? Où est-ce qu'il m'a emmené? Il m'a emmené directement dans la maison de la maîtresse de mon ex-mari. Je suis arrivée, non, là, j'ai dit, là, il a fait trop fort. Je me suis dit, c'est pas possible, je me trompe, il peut pas m'emmener jusqu'ici. C'est comme si, moi, je me suis coiffée à Paris et que j'ai traîné et que j'ai marché autour de Paris et que je me retrouve, je ne sais pas comment. Je demande à une personne qui était à côté parce que j'étais effrayée, mais vous connaissez le pilote là qui est garé là? Il me dit, oui, c'est votre frère parce qu'on a la même couleur, voilà, on est des métis. J'ai dit, oui, c'est mon frère. Il me dit, il est chez sa femme. J'ai dit, c'est pas possible, pas jusque là. Je suis montée et j'ai compris pourquoi il était en colère. Il a voulu que je voie ce qu'il essayait de m'expliquer et que je m'acharnais à ne pas comprendre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je vais m'en aller. Et il m'a dit dans ma tête que quand tu partiras, tout ira mieux. Tout ce que je lui ai donné, il me le dit dans la voix, c'est comme une télépathie, ce n'est ni un homme ni une femme. Tout ce que j'ai mis dans la maison, Anne-Marie en place, tu vas repartir avec. 10 jours après avoir quitté mon ex-mari, jusqu'à aujourd'hui, on l'a plus jamais embauché pour travailler. Par contre, moi, quand j'ai quitté la maison, je n'ai jamais aussi bien vécu que la façon dont j'ai vécu. J'avais l'impression que tout se remettait en place pour moi. C'est comme si il savait que l'on me trompait, que l'on me faisait des trucs et qu'il en avait marre, genre, de travailler pour quelqu'un qui m'emmerdait et que je ne savais pas. Alors, j'ai décidé, quand je l'ai quitté, de venir m'installer en France avec ma fille. Mais je n'ai jamais dit à ma fille que j'avais ce phénomène que je trimballais depuis des années derrière mon dos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous vivions dans l'appartement. Et dans l'appartement, vous savez, il avait l'habitude, quand je rentre dans une pièce qui n'a pas de lumière, la lumière s'allume seule. Souvent, la lumière s'allumait seule. J'avais peur, j'ai appelé un jour mon chef d'équipe, j'ai dit, j'ai un problème. À chaque fois que je rentre dans une pièce, la lumière s'allume seule. Je pensais que mon chef d'équipe allait se moquer de moi. Mais non, il s'est pas moqué de moi, il m'a écouté religieusement, mais il n'a pas fait de commentaire. Je lui ai dit, tu sais, là, je viens de parler à quelqu'un qui m'a ouvert la porte. J'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui m'a ouvert la porte parce que je suis infirmière. J'avais besoin de tirer un chariot avec les 2 bras. Et vous savez, les portes qui se referment toutes seules, il y a comme un fer au-dessus qui referme la porte et ça me bloquait pour sortir avec le chariot. La porte, elle s'est ouverte toute seule et les lumières se sont allumées et j'ai dit merci. Mais quelle a été ma surprise de voir qu'en fait, il n'y avait personne. J'appelais le chef d'équipe. Ensuite, lorsque nous sommes dans la maison, dans la nouvelle maison que j'ai eue, il avait commencé maintenant à se faire connaître. La première fois, je lavais la vaisselle. J'ai senti c'est comme un nuage très chaud qui vous touche le cou et les épaules. Il passe. Mais c'était quelque chose, je le ressentais, c'était quelque chose de très bon, très gentil. Je le sentais que ce truc était gentil quand il me touchait. Il me touchait les épaules, il me touchait les bras, il était gentil.
Et quand je m'allongeais, il s'allongeait sur le lit de ma fille. Et comment je savais qu'il s'allongeait sur le lit de ma fille? C'est parce que sur le lit de ma fille, on avait vécu les punaises. J'avais pas enlevé le plastique au-dessus du lit. J'avais gardé ça pour lutter contre les punaises. Donc quand je m'allongeais, il s'allongeait. Alors je lui ai donné un prénom et je voulais pas le dire à ma fille. Je me suis dit je vais l'effrayer. On est resté très longtemps et j'ai fini par, je vous le cache pas, j'ai fini par l'aimer. J'ai fini par l'aimer parce que, comment vous dire, je l'aimais parce que je savais qu'il me faisait pas de mal. Et puis on vivait en bonne entente et tout et tout. Et quand je quittais la maison, souvent je lui disais, je lui avais donné un prénom, je lui disais garde bien la maison parce que moi je voyage, garde bien la maison. Mais en général, quand on voyageait avec ma fille. Mais un jour, j'ai voyagé, je me suis dit ma fille maintenant elle a 16 ans, j'ai plus besoin de la trimballer avec moi, je ne vois pas la police me rechercher. À 16 ans, on a le droit de rester à la maison seule. Eh ben dis donc, je lui ai dit écoute, garde la maison, moi je m'en vais au mariage de ma cousine. Le lendemain, ma fille m'a téléphoné, effrayée comme c'est pas permis. Elle me dit maman, il y a quelque chose dans la maison. Je lui dis quoi? Elle me dit maman, il y a quelque chose dans la maison, je n'habite plus dans la maison, je suis chez ma copine. Je n'ai pas osé lui parler au téléphone parce que je me suis dit si je lui parle au téléphone, je vais encore plus l'effrayer. Je lui ai dit écoute, reste chez ta copine, ne rentre plus. Elle me dit mais je ne rentrerai pas dans la maison. J'ai dit ne rentre pas, reste chez ta copine. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit il y a quelque chose, il me touche le cou et il s'allonge dans ton lit. Ah, j'ai dit c'est bon. J'ai dit écoute, reste chez ta copine, j'arrive. Ne rentre pas dans la maison. Elle me dit je ne peux pas rentrer dans la maison. Et quand ma fille, je suis rentrée, je l'ai embrouillée, je dis écoute, assieds-toi, viens, il faut qu'on parle. Oui, il y a quelque chose avec nous. Je te cache pas, je suis incapable de te dire ce que c'est. Je sais pas si c'est une fille, je sais pas si c'est un garçon, mais c'est quelque chose qui me poursuit depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Vous savez, cette chose était capable de me dire quand je voyais un avion atterrir, de me dire par exemple, il parle dans ma tête, comme si on rigolait, l'avion va se cracher. Et moi, à côté de ma cousine, je disais par exemple, oh tu sais Adrienne, l'avion va se cracher. Elle me dit, tu rigoles? J'ai dit non, il va se cracher. Effectivement, le lendemain, l'avion se crachait. Vous voyez, c'est des trucs qui me poursuivent depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc, j'ai fait asseoir ma fille. Je l'ai baratinée, mais alors baratinée. Je lui ai dit, écoute, tu te rappelles que j'ai perdu tous mes frères et sœurs? Elle me dit oui. J'ai dit, ben, écoute, c'est peut-être ta tante, tu sais, c'est peut-être ta tante, celle que tu aimais beaucoup, là, tu te rappelles? Elle me dit oui. Je lui dis, mais tu sais, c'est peut-être elle. Donc, tu sais, j'ai commencé à la baratiner, faut pas avoir peur, elle nous aimait beaucoup, elle a toujours été là, je n'ai pas voulu te le dire, elle est avec nous, mais vraiment, faut pas avoir peur. Je l'ai bien baratiné, hein. Mais je lui ai dit, comme j'ai perdu ma famille, je ne peux pas te dire si c'est mon frère, si c'est ma sœur, si c'est je suis incapable. Mais en vérité, je sais très bien que ce n'était pas un membre de ma famille, ce n'est pas un membre de ma famille, puisque ça a commencé quand j'avais 12 ans. Ma fille, elle a eu confiance puisque sa maman est là. J'ai dit, bon, écoute, on va maintenant lui donner un prénom. Quel prénom tu veux qu'on lui donne quand on s'adresse à lui? Elle m'a dit, maman, on va l'appeler le fantôme du couloir. J'ai dit, ok, on va l'appeler le fantôme du couloir. C'est rigolo. Et souvent, quand on rentrait, on disait, fantôme du couloir, t'as bien gardé la maison? On espère que tu as bien gardé la maison, hein. Ou quand on voyageait. Mais je vais vous dire un truc, par contre, elle n'est jamais venue dans la maison seule quand je n'étais pas là. Non, pas du tout. Vous voyez? Et des histoires, ce genre de trucs, ça a été mon... Ou alors, quand je suis en colère, Oui, Marie, si vous voulez, je vous fais remonter plus tard avec grand plaisir. En plus, vous avez une manière de vous exprimer qui est juste incroyable. Vous posez le truc, paf, il y en a plein qui ont... Enfin, vous avez eu plein de bons commentaires, je pense pas que vous les avez tous vus. Certains aimeraient bien vous avoir comme voisine. Non, c'est très bien raconté. Je vous fais monter avec grand plaisir, peut-être ce soir un peu plus tard dans la nuit ou bien prochainement, comme vous voulez. Vous serez en tout cas toujours la bienvenue. Je dois juste passer à d'autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes. Bien sûr. Personnes. Ok. Merci beaucoup, hein, merci. Au revoir. Au revoir. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai,
On essaie d'être le maximum concis, mais on avait encore beaucoup à dire, je pense. Hein. Ok, on va passer à la suite. Alors, Sylvie, j'ai peut-être déjà monté, mais je ne sais pas si c'est une erreur. Non, du coup, erreur, c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne sais pas dans quelle ordre prendre, parce que voilà. Si jamais, Sylvie, tu as été remise modo, je ne sais pas si tu as vu, je te fais confiance, on en discutera de toute façon, t'inquiète pas, mais voilà. J'ai besoin donc d'avoir un minimum de modérateurs, et puis on verra pour les prochains, si jamais je cherche des modérateurs, mais des gens qui sont fidèles, qui sont disponibles, qui sont sérieux, et qui savent déjà faire un travail de modérateur, qui ont déjà été modérateurs, et si possible pour des pages, voilà, où il y a du boulot, quoi. Ok. Avec plaisir, Sylvie. Ok, on passe à la suite, les amis. C'est parti. Prochaine histoire. Fidèle jusqu'au bout de la nuit. Oui, allô? Charline? Bonsoir, Cathy. Est-ce une erreur? C'est une erreur, on passe à la suite. Donc j'attends de vous vraiment des histoires. Ouais, Mustapha, tu seras le prochain. Bonsoir. Bonsoir, Robin. Excusez-moi, j'essaie de vous raconter mon histoire, mais je parle un peu mal le français. Mais j'ai vécu en France et mon histoire a commencé il y a 7 ans. J'ai travaillé chez des personnes âgées et dans Paris. Et j'étais sceptique, quelqu'un qui est rationnel. Je croyais pas à ces choses du tout. D'accord. Mais une fois que je suis arrivé dans cette maison, il y avait des tableaux, il y avait des statues, des valeurs. Mais la maison, il était vraiment quelque chose. Ça m'a fait un truc, ça m'a donné un frisson dès que je suis arrivé dans cette maison. Je senti un peu comme quelqu'un entouré par des gens qui me surveillent. Or que la chambre de la personne que je m'occupe de lui, il était très loin de où je suis. Et ensuite, une fois, je suis arrivé travailler des nuits. J'ai fait des gardes des nuits chez les personnes. Une fois je suis arrivé, j'ai préparé à manger parce que j'ai l'habitude de préparer à manger chez eux et je fais comme chez moi. Et j'entendais quelqu'un m'appeler avec mon prénom. J'entendais vraiment quelqu'un m'a appelé avec mon prénom. Et là, j'ai rien compris parce que la personne, jamais il va me rappeler avec mon prénom parce qu'il est loin. En plus, il dort. C'était à 1h du matin. Quelqu'un qui m'appelait avec mon prénom. Et quand je me suis retourné gauche à droite, je vis quelque chose. Personne qui peut me croire. Je vis une des tableaux. C'est comme un mouvement dans les tableaux. Même, c'est quelqu'un qui a bougé les yeux ou la tête bougée ou quelque chose. J'ai dit, bon, non, peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est quelque chose qui se passe dans la tête. C'est pas vrai. Je ne crois pas à ça. Et je me suis parti assis normalement. J'ai allumé la télé. Je regarde la télé normalement. Et je me suis un peu endormi. Et par la suite, j'ai un seul coup, je me sentais comme un vent froid venir vers moi. Et après, c'est comme quelqu'un respirait juste à côté de moi. Et là, je me suis paniqué. Je suis paniqué, j'arrive pas à bouger de ma place, j'étais crispé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi ces trucs? Parce que j'entendais des choses, mais j'ai jamais cru. Et là, je me trouve, moi, je suis dedans, dans cette histoire-là. Et une fois, prénom, et après, quelqu'un qui il est très approché de moi. Et par la suite, je voulais parler à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans la maison et tout ça. Or que les enfants de ces personnes, ils savaient qu'il y a quelque chose de paranormal dans cette maison-là. Mais ils m'ont pas dit. Ils m'ont pas dit qu'il y avait quelque chose de très bizarre qui se passe dans cette maison. Après, le fils de monsieur, il m'appelle, il m'a dit, tu descends dans les caves
Tu vas chercher, ça c'est la deuxième jour, parce que le premier jour, j'étais malade à cause de cet événement qui s'était passé la nuit. Je n'ai même pas mangé, j'ai même pas dormi, et je travaillais la deuxième nuit. Et après, j'ai reçu un coup de fil de fils de messieurs qui travaillent à la maison. Il m'a dit, tu descends dans les caves, il y avait du vin, tu cherchais des bouteilles de vin, tu les montes là-haut pour servir à mon père.